Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie réaliste. Et nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminale. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être simplement copiées comme ça, mais plutôt pour donner des idées. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est raison ou déraison en matière de morale. Il s'agit donc d'un sujet de philosophie morale, un sujet pratique qui permet de mieux agir dans sa vie. Ce sujet m'a été demandé par une personne qui m'est très chère et qui est dans une situation personnelle qui pose problème, qui pose dilemme. Évidemment, elle part d'un cas concret, un cas classique, on pourrait dire. C'est une personne qui vit en couple depuis des années et qui est dans le quotidien, comme c'est le cas pour beaucoup de couples qui s'aiment profondément. Et que faire s'il se présente une passion qui vient donner du sel au couple, mais quelqu'un en dehors du couple? Est-ce qu'il faut suivre la raison, à savoir qu'un couple a été fondé sur des années, le don de la vie à des enfants, des pardons échangés, quelque chose qui donne un bonheur? Ou est-ce qu'il faut viser, je dirais, le déraisonnable d'une passion qui donnera du plaisir sentimental, un renouveau de jeunesse, mais qui gâchera, qui tuera une relation construite tout au long d'une vie? Eh bien, c'est à partir de ce genre de sujet que je voudrais traiter du thème évoqué. En effet, la raison, c'est le domaine de la prudence, de la réflexion, de quelque chose qui est pesé, le pour et le contre. La déraison, c'est le domaine de la passion, de la spontanéité. On pourrait dire que la fourmi et la cigale, dans la fable de La Fontaine, sont la raison qui prévoit et la déraison qui profite du temps présent. Dans une première partie, je voudrais manifester comment, à une certaine période, la raison toute seule a primé et on se méfiait énormément de la déraison. Je voudrais montrer les conséquences d'une telle attitude que j'appellerais la thèse. Et pour une fois, je voudrais dans une deuxième partie traiter de l'antithèse. Ça veut dire comment est-ce qu'à une certaine période, l'inverse s'est produit. La déraison, la spontanéité ont été mises en avant. Et la raison qui était celle de la génération précédente ont été catégorisées, moquées, rejetées. Je voudrais voir les conséquences. En dernier lieu, parce que la vérité n'est pas la synthèse d'une thèse et d'une antithèse, parce que la vérité en elle-même est quelque chose, eh bien je voudrais voir où se trouve la réponse au sujet traité. Quand on étudie l'histoire de l'humanité, et en particulier les grands courants moraux qui l'ont traversée, on s'aperçoit que finalement, il y a très souvent des cycles qui fonctionnent comme un balancier, où on va d'un extrême à l'autre, pour ensuite, avec autant d'énergie qu'on est allé dans un extrême, aller dans le suivant. Après la Révolution française et les années de terreur qui ont suivi, lorsque Robespierre a été décapité, on sait ce qui s'est passé à Paris. Il y a eu une telle libération, une telle spontanéité, que les femmes sortaient dans des costumes antiques, des robes qui s'arrêtaient au-dessous des seins, des robes transparentes en mousseline, chose inimaginable, mais si compréhensible après les années de terreur. Eh bien, comme de juste, après les guerres napoléoniennes au XIXe siècle, et pas seulement en France, dans l'Europe occidentale, s'est levé dans les milieux, disons, bourgeois, parce que le monde paysan est très peu étudié là-dessus, s'est levé un courant à l'inverse, un resserrement des mœurs, autour de valeurs comme le devoir, l'obéissance, l'admiration envers l'autorité. Comme de juste, c'est à cette période-là que certains philosophes, parmi d'autres, sont mis en avant, et en particulier Kant, le philosophe allemand. Qui est un professeur de philosophie calme, régulier, ayant ses horaires fixes chaque jour, qui développe une analyse de la raison, donc on est en plein dans le sujet, mais aussi de la raison dans l'ordre moral, et qui montre que, quand l'intelligence a pesé le pour et le contre, et a décidé où était le bien, alors elle donne à la volonté un impératif catégorique pour appliquer simplement ce qui est le bien,
et que ça, c'est une vie morale solide. Seulement, cette philosophie, qui, à la rigueur, peut se comprendre, c'est une analyse de ce qui est propre à l'esprit humain. Son intelligence doit le diriger, plutôt que sa sensibilité. C'est évident. Mais cette philosophie va se traduire par un excès, en ce sens que tout le domaine des passions, tout le domaine de la spontanéité, est mis de côté, en tout cas en apparence, on s'en méfie. Pourquoi je dis en apparence? Parce que c'est l'époque où les jeunes filles étant élevées dans des écoles très strictes, où on leur apprend la vertu, les travaux ménagers, arrivent au mariage et on leur explique évidemment que le plaisir et éventuellement le plaisir sexuel dans l'amour est quelque chose de coupable, de mauvais. Donc, on fonde des mariages pour fonder une famille, un statut social. Et les maris, à côté de cela, en douce, ont des maîtresses. On sait que vers 1900, toute la prostitution de luxe à Paris sera fréquentée par les plus grandes têtes, même les têtes couronnées de l'Europe. Le roi Léopold de Belgique sera l'un des clients d'une grande horizontale de Paris à cette époque-là. Ça veut dire donc que extérieurement, il y a un impératif catégorique de vertu et que, évidemment, sous-jacent, les choses craquent. Et les femmes vivent souvent ce mariage dans le malheur, parce qu'elles sont lucides de l'infidélité de ce mari. Le problème, et parce qu'on ne peut pas séparer les idées de la réalité, c'est que cette morale du devoir, des nobles objectifs pesés par la raison, va s'écrouler et même se déshonorer. Elle va d'abord s'écrouler dans les tranchées de 14, où la valeur, l'obéissance au chef, l'héroïsme au combat est accompagné de la bêtise, c'est-à-dire qu'on charge alors que les mitrailleuses fauchent tout le monde. Et donc, très vite, ce respect pour le chef va en prendre un coup. Seulement, ce qui va l'achever complètement, c'est la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que lorsque les Allemands, par exemple, envahissent la France et que le maréchal Pétain prend le pouvoir, il veut rétablir ces valeurs qu'il avait connues au XIXe siècle. Donc la patrie en premier, l'ordre social, la religion, ce qu'il appelle le renouveau national, travail, famille, patrie, en soi, ce sont des valeurs réelles, des valeurs que peut proposer la raison. Le problème, c'est que le maréchal Pétain les met en avant tout en agissant par le déshonneur. Un déshonneur profond, à savoir, on sait ce qu'il a fait, il signe dès le début de l'armistice un traité de collaboration avec l'Allemagne et il ajoute dans le traité, par son initiative propre, des choses que l'honneur désapprouve, que l'impératif catégorique, l'intelligence ne saurait accepter, comme par exemple livrer aux Allemands les réfugiés qui ont fui l'Allemagne nazie, livrer aux Allemands les Juifs de nationalité étrangère et le faire par la police française. Si bien que ces 4 années d'occupation, je dirais, avec des valeurs qui en soi pourraient se comprendre, vont être profondément le déshonneur de ces valeurs. On pourrait dire, la raison peut distinguer le bébé et l'eau du bain, distinguer l'amour de la patrie, l'amour de sa famille, avec le déshonneur que fait le maréchal Pétain. Pourquoi ça ne se passe pas comme cela? Parce que, en fait, je crois qu'en analysant ce qui s'est passé au niveau politique, on voit que la raison exaltée et qui étouffe une autre dimension de la personne humaine, sa déraison, c'est quelque chose qui n'est pas humain, ce n'est pas suffisant. C'est un excès, dans un sens vertueux, un sens puritain, un sens, je dirais, janséniste à la rigueur, si on parlait de la religion catholique. Ce que j'ai décrit au niveau politique semblerait être hors sujet pour la morale. Eh bien, pas du tout. On peut constater la même chose dans l'ordre moral, à savoir que lorsque uniquement l'impératif catégorique préside à un mariage et qu'il n'y a plus aucun plaisir à être ensemble, eh bien, le fait d'être en hyper-extension en dehors de soi, dans son devoir, pour faire entièrement le bonheur de l'autre, sans jamais en recevoir en retour, est quelque chose qui ne tient pas. Pourtant, attention, c'est quelque chose de nécessaire. Sinon, il n'y a pas de fidélité dans le couple, vu que la vie du couple atteint tôt ou tard à des épreuves. Le problème, c'est la permanence de ces soucis, la permanence de cette attitude. En général, s'il n'y a que cet aspect-là, tôt ou tard, d'un côté ou de l'autre, les choses craquent.
et on ne peut pas les rattraper. Alors attention, on pourrait, à la lecture de cette première partie, qui est une thèse, donc qui ne prétend pas dire la vérité, mais décrire ce qu'il s'est passé, on pourrait penser que, donc, rejetons toute espèce de raison. Ce qui fait vivre, c'est la spontanéité. En fait, lorsqu'on regarde la suite de l'histoire à partir de 1945, on a vu se réaliser cette deuxième façon de voir les choses. Ça veut dire que, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la génération qui est née en 1945, qui a eu 20 ans dans les années 65, eh bien, en regardant les échecs de ses prédécesseurs, s'est révoltée. Et par un effet de passion généreuse, par un rejet de ces valeurs qui s'étaient déshonorées dans les deux guerres mondiales, elle a décidé de refonder la morale. Elle l'a refondée, mais de manière passionnelle, non raisonnable, dans une grande crise d'adolescence qui se comprenait. Et donc, si on prend les valeurs de Kant, les valeurs qui sont celles qui président à la guerre 14, et qu'on prend l'inverse, dialectiquement, on obtient les valeurs de la révolution de mai 68. C'est valable à tous les niveaux. Par exemple, en 14, la patrie est exaltée. 50 ans plus tard, c'est tout sauf la patrie. L'Europe, oui. Le mondialisme, oui. La région, d'accord. Mais la patrie, c'est fasciste. Et je me rappelle avoir vu, étant tout petit, mon père qui allait à la cérémonie des anciens combattants et des jeunes qui étaient là en cheveux qui insultaient les anciens militaires. Et certains se révoltaient en disant « mais on s'est battu contre le fascisme ». Ça ne faisait rien. Les jeunes de cette période-là considéraient que rien que le fait de saluer le drapeau était fasciste. Prenons la suite. L'obéissance au supérieur, le chef vénéré. Eh bien, cette obéissance, elle est rejetée. C'est même d'ailleurs le motif de mai 68 qui met le feu aux poudres. On ne veut plus de cet ordre moral dans les écoles. On veut par exemple que des filles puissent entrer dans les dortoirs des garçons, dans les universités. Et donc la valeur inverse, c'est la spontanéité, la liberté d'agir par sa propre autorité, dans la recherche de son propre plaisir. Comme autre valeur, la mort pour sa patrie, sa vie étant moins importante que sa patrie. Eh bien des slogans seront dits plutôt communistes que morts. Dans la période de 14, au moins en apparence, le devoir conjugal, la fidélité dans le couple. Là, ça va plutôt être la recherche du plaisir immédiat. Le plaisir qui vient et qui n'est pas seulement sexuel, qui est sentimental. Mais le plaisir sentimental, lui aussi, il passe. Et donc la possibilité de changer de partenaire lorsqu'il n'y a plus de bonheur et de plaisir avec lui. Rien que dans la coupe des cheveux, on peut remarquer à quel point d'un côté on exaltait la raison, les cheveux sont courts, la coupe est militaire, et de l'autre côté la déraison, la spontanéité passionnelle, les cheveux sont longs et on se donne éventuellement à la drogue et tout est autorisé. Évidemment, 50 ans après mai 68, il faut bien se rendre compte qu'entre maintenant et mai 68 et entre 1914 et mai 68, il y a la même distance, 50 années. Eh bien, on peut regarder le fruit de cette nouvelle morale prônée par cette génération. Cette génération qui, en conséquence, rejette toutes les racines anciennes. Travail, famille, patrie, n'en parlons pas. C'est tout de suite une éruption de boutons. Il faut remarquer, avant de se pencher sur ce qu'est maintenant cette génération, que ce n'est plus Kant comme philosophie qui est exaltée. Ça, c'était la période d'avant. Non, ce qui est exalté, ce sont deux philosophes. Le premier s'appelle Sartre, parce qu'il exalte la liberté pour se construire soi-même. Il n'y a plus de nature humaine. On se construit par ses propres actes, et l'individu, mis en avant, crée sa propre nature humaine. Il paiera les conséquences de ses actes, c'est vrai, mais personne ne lui impose une morale a priori. L'autre philosophe, c'est Sigmund Freud, le psychanalyste, qui est enseigné partout. On ne peut pas faire des études de psychologie sans voir Sigmund Freud. Pourtant, de manière visible, il y a quelque chose qui ne va pas dans son système. Son système est visiblement idéologique, mais peu importe. Il exalte la possibilité du plaisir sans culpabilité. C'est quelque chose de fondamental.
se libérer parce que son être est fait pour le plaisir libidineux en particulier. Et tout ce qui s'impose comme un surmoi, une tenue morale, c'est liberticide. C'est même ce qui provoque les complexes les pires. On rejette, grâce à Freud, l'autorité, le surmoi. Donc c'est bienvenu à cette période-là. Ça, on peut dire, ça s'intègre dans le mécanisme que je viens de décrire. Alors, les personnes de cette génération ont atteint 70 ans. Et on peut regarder un petit peu quelle est leur vie. D'abord, c'est une vie extrêmement comblée matériellement. C'est une génération qui a connu les 30 glorieuses, donc une absence totale de chômage, qui a pensé véritablement créer un monde nouveau, un monde mondialisé, où tout le monde pourrait venir. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on peut dire que 50 ans après, la grande douleur de la génération suivante, c'est une absence de transmission par cette génération. Il est apparu, les enfants de cette génération n'ont pas de racines et s'en plaignent. Pas de racines venant du passé. Et la recherche un petit peu à travers un retour à la culture, un retour éventuellement à la nature, aux anciennes vies paysannes qu'il y avait et qu'ils savaient que vivaient les ancêtres. Et deuxièmement, c'est une génération sans finalité ultime, parce que en envoyant balader tout ce qui était des ancêtres, elle a envoyé balader aussi la religion du pays, le catholicisme, le protestantisme. Et donc, il n'y a plus de vie après la mort à espérer. Le problème, c'est que quand on est jeune, qu'on a 20 ans en 68, qu'on est beau, qu'on a la vie devant soi, on est comme une cigale, on chante, et c'est vraiment le bonheur. Mais quand l'hiver est venu, et qu'on est devenu une cigale qui n'a pas fait de réserve fondamentale dans sa vie, donc d'abord des ancêtres qui fondent, je dirais, une civilisation sur laquelle on peut s'appuyer, dont on est fier, puisque ces ancêtres-là ont été rejetés comme étant, on pourrait le dire trivialement, des vieux cons, ceux de la guerre 14, ceux de la guerre 39. Quand d'autre part, on n'a pas de futur. Eh bien, on a vieilli et il reste une génération vieillie, qui se donne quelques plaisirs. Donc les personnes âgées, les retraités, font des croisières, essayent de profiter de leur argent pour vivre. Mais une angoisse sourde la saisit. Si bien que, actuellement, les lois qui sont les plus mises en avant, après celles de la libération totale, l'avortement, le divorce, devenu quasiment normal, c'est l'euthanasie. Ça veut dire la possibilité d'arrêter sa propre vie quand on le veut pour ne pas connaître l'angoisse. Alors qu'est-ce qui est le mieux entre la thèse, entre l'antithèse, entre l'impératif catégorique de Kant, donc faire son devoir, et le plaisir spontané? Je dirais que finalement, ni l'un ni l'autre, mais il faut du temps pour le voir. Pour la première génération, on l'a vu avec les guerres mondiales, et pour cette génération-là, on le voit avec l'impression de la fin d'un monde, une civilisation qui s'est autodétruite. Si j'applique ça au niveau moral, puisque le sujet est bien cela, la déraison au plan moral, eh bien c'est un peu pareil. Lorsque, toute sa vie, on ne cherche que l'immédiateté du plaisir sentimental qui est intense. Alors, lorsque vient, au bout de 2-3 ans, la nuit des sensations, donc les sensations qui ont baissé leur intensité, au point que certains disent « l'amour ne dure que 3 ans ». Alors on s'en va. On fonde un nouvel amour, sur l'herbe du champ d'à côté qui est plus verte. Ça marche tant qu'on est jeune, et on a l'impression véritablement de toujours être au top du bonheur. Lorsqu'on met en avant son épanouissement par sa carrière, c'est quelque chose d'important. Mais lorsque tout d'un coup, tout s'en va parce que la retraite arrive et, aussitôt retraité, un homme qui était brillant, chef, la veille, devient quelqu'un qui est second par rapport à la société. D'autre part, si on a beaucoup divorcé, on a peu de chances d'avoir construit quelque chose de solide quand on a 60 ans. Donc, la génération en question récolte quoi? De la solitude. Et bien dans la vie morale, c'est pareil. Il y a beaucoup de regrets chez les personnes âgées seules, qui sont très très nombreuses, lorsqu'on a construit tout sur de la paille qui s'en va, et non pas sur un amour fidèle qui se pardonne, qui cherche à construire la fidélité tout au long d'une vie. De plus,
en ayant appris à ses propres enfants ces mêmes valeurs de spontanéité, de plaisir immédiat, les enfants souvent le rendent. Ça veut dire que aller voir ses vieux parents ou sa vieille mère, qui est un peu dépressive, dans son hôpital brillant, où elle a vraiment des soins matériels de haut niveau, une hygiène très très poussée, c'est pas plaisant. Et je me rappelle avoir beaucoup vu dans ces hôpitaux-là des personnes âgées qui ne voulaient plus vivre parce que leurs enfants ne venaient pas les voir. Alors du coup, où se trouve la vérité? Si elle n'est ni dans la raison, ni dans la déraison, où est-elle? Eh bien je dirais que les réponses les meilleures, on les a chez ces philosophes équilibrés, ou plutôt pas forcément des philosophes au sens propre, comme Aristote, Platon, mais ces sages que sont les personnes âgées qui, étant passées par l'épreuve, enseignent à leurs petits-enfants là où est la vérité. Je pense que c'est un principe moral que Aristote disait à son époque. En morale, la vérité est dans le juste milieu. La vérité n'est jamais dans un extrême. Il faut donc, pour atteindre ce qui est la vérité en matière morale, raison ou déraison, commencer par regarder ce que c'est que l'homme dans sa plénitude. L'homme, quoi qu'en dise Kant, ce n'est pas qu'un impératif catégorique. Il a aussi une sensibilité et un corps sexué. Tout ça, ça fait partie de son être. Donc, ne fonctionner qu'avec la raison qui dirige tout le reste au point de lui laisser aucune espèce de liberté, c'est excessif. C'est nier cette nature corporelle qui est dans l'être humain et qui a ses lois. Mais à l'inverse, laisser libre cours au cheval sauvage de sa sensibilité, de sa sexualité, au point que c'est elle qui mène. On peut croire, dans un premier temps, que la raison reprendra les brides de ce cheval sauvage au moment où on le voudra. C'est une erreur. Lorsqu'on prend des habitudes de spontanéité, de liberté, de plaisir, uniquement, eh bien, il se passe le mécanisme suivant dans sa sensibilité. On en prend l'habitude, on ne peut plus s'en passer. On finit par être dirigé par le plaisir et non plus par sa raison. Or, le plaisir a des exigences, c'est une maîtresse terrible, parce qu'elle esclavagise le reste de l'homme. En effet, le plaisir s'use, le plaisir se lasse. Et donc, s'il doit revenir, si on continue de ne chercher que lui, en fait, il faut passer par des techniques de plus en plus dures, et c'est un effet de drogue. Saint Paul, dans les évangiles, et on peut utiliser Saint Paul ici comme philosophe, dit « Je découvre en moi qu'il y a deux lois. Une loi de la chair qui cherche son propre plaisir et une loi de l'esprit qui voudrait faire quelque chose mais qui n'y arrive pas, qui fait ce qu'il ne voudrait pas. » Eh bien, cette lutte, il la constatait. Résultat, où est la vérité? Eh bien, je dirais que Aristote le montre. La vérité, c'est que la raison, ou plutôt l'intelligence morale, doit être le maître de l'équipage de notre vie. C'est évident. C'est la partie lumineuse, celle qui choisit la finalité de la vie et aussi les moyens qui s'y ordonnent. Seule l'intelligence en est capable. L'intelligence, c'est quelque chose je dirais, qui est plus humain que le terme raison. Raison, c'est plutôt un raisonnement logique, circonstancié, à la Kant. L'intelligence, elle tient compte de cette sensibilité humaine et de cette sexualité qui est présente dans chaque être humain. Seulement, elle sait que ces choses-là doivent être tempérées par des vertus acquises. Aristote cite 4 vertus cardinales. La première, c'est la prudence, justement. C'est une vertu qui ordonne l'intelligence pour qu'elle discerne là où est le bien, avec prudence, adaptation, souplesse. La deuxième, c'est la justice, qui est capable de commander à la volonté l'impératif à faire. Donc on rejoint Kant, c'est vrai. Cette volonté, si elle est forte, si elle maintient vraiment son pouvoir sur la sensibilité et le corps, c'est bien, parce qu'elle est elle-même dirigée par l'intelligence. La troisième vertu, c'est la force, qui est capable de tempérer, je dirais, l'énergie de la colère qui est en soi, afin d'atteindre ce but, donc de l'ordonner, comme un torrent sauvage entre des digues vers la finalité de sa vie. Et la tempérance qui fait la même chose par rapport au plaisir. Seulement, attention,
Pour Aristote, la tempérance ne consiste pas à tuer les plaisirs. La force ne consiste pas à tuer la colère. Loin de là. Au contraire, elle les maîtrise, mais elle leur laisse leur part. Et donc, elles ont un rôle à jouer. Appliqué à la vie morale, c'est très simple. Lorsque quelqu'un rentre, par exemple, dans une vie de mariage, il doit d'abord avoir formé sa prudence théorique, en se disant « Je ne choisis pas n'importe qui, je dois éprouver la personne pour voir si elle partage les mêmes intentions de vie que moi, et si ses défauts, je les accepterai. » Donc, cette prudence, qui sait comment fonctionne la nature humaine, va pratiquer une action intelligente. On ne s'engage pas sur une simple passion, sur une apparence charmante, sur une attraction physique. Très concrètement, c'est la prudence qui va faire qu'on va se fréquenter, ce que dans le temps les gens appelaient les fiançailles. Et alors, si le temps a passé, que la passion s'est calmée, que la raison est plus lucide, qu'on a pris conseil auprès de personnes qui n'ont pas cette passion, des amis qui nous diront la vérité, alors on peut véritablement s'engager. Et quand on s'engage, c'est un engagement dans l'honneur. On s'engage envers une personne qui est sacrée. Donc l'engagement, c'est pas de la trahir quelque temps plus tard, ou de dire « je ne tiendrai que tant qu'il y aura du plaisir ». Cette spontanéité-là, qui fait du plaisir la finalité de sa vie, et non pas de la personne de l'autre, de son conjoint, est une erreur. Par contre, si on rejette le plaisir, et qu'on ne le met pas à sa juste place comme un moyen très important qui exprime l'amour, ne serait-ce que le plaisir sexuel, qui exprime l'amour et qui construit l'amour entre les époux, si on le méprise complètement, comment est-il possible d'espérer tenir? C'est contre nature. Mais je parle du plaisir sexuel, il y a un autre plaisir qui est tout aussi important, le plaisir sentimental, les petites attentions, qui ne doivent pas être permanentes, sinon c'est comme tout, on s'y habitue. Mais si l'homme oublie que de temps en temps il doit avoir des petites attentions, pour celle qu'en a besoin, eh bien qu'il ne s'étonne pas qu'au bout d'un certain temps, elle n'éprouve plus de sentiments pour lui. Mais c'est pareil du côté de la femme. La grande tentation, habituellement, c'est justement quand, alors que l'homme est parfaitement gentil, qu'il a des attentions, le sentiment n'est plus là et qu'elle se dit « c'est donc que je n'aime plus ». L'amour n'est plus là puisque je n'ai plus de sentiments. La prudence, ça veut dire l'intelligence qui comprend philosophiquement les choses, sait que le sentiment, ce n'est pas l'amour, c'est un des plaisirs de l'amour. Mais que le sentiment, si on ne cherche que lui, on n'aime que soi-même, c'est un plaisir féminin. Ce qu'on aime dans l'amour, c'est de rendre heureux l'autre. Évidemment, si l'autre n'a plus d'attention, alors c'est encore cette intelligence qui va dire « je le lui rappelle, et s'il lui faut, je le fais parfois des scènes de ménage pour qu'il fasse attention à ma sensibilité. » Donc on le voit, ce qui rend un mariage ou une vie commune heureuse, certes, c'est quelque chose de raisonnable à la base, sinon on n'est pas maître de sa vie. Mais c'est une raison qui est plutôt l'intelligence du cœur qui laisse sa place à la spontanéité, une certaine part en tout cas de spontanéité, de liberté, de déraison, de choses nouvelles qui viennent même mettre du sel dans le couple. Mais cette déraison, elle n'a pas la place du moteur du couple, elle a la place plutôt d'un moyen qui le rend vivant, qui empêche la poussière de l'étouffer. Eh bien je dirais que, pour reprendre maintenant l'aspect politique, l'être humain dans sa société, dans la société où il vit, c'est exactement pareil. Deux excès provoquent des ravages dans le monde social. L'excès de terreur, comme ça s'est passé à la Révolution française, mais l'excès de débauche dans la rue aussi, qui scandalise les personnes qui élèvent des enfants, qui ont le sens de la vertu. De la même façon que dans une vie morale, ce qui gère une société, c'est quelque chose de raisonnable, de mesuré, mais quelque chose qui ne bannit pas les plaisirs populaires, mais qui les met à leur juste place. Au Moyen-Âge, par exemple, les fêtes des saints, les fêtes du Christ, étaient tellement fréquentes que le peuple pouvait véritablement s'amuser. Même le carnaval, l'autorité royale, même à l'époque de Saint-Louis, autorisait chacun à se déguiser, et pendant quelques jours, à ce que la déraison puisse dégonfler les abcès de fixation.
être une soupape par rapport aux tensions permanentes dans l'année. Évidemment, il fallait des mesures à cette déraison. De la même façon, les bizutages dans les grandes écoles sont quelque chose d'important, quelque chose qui est un passage à l'âge adulte. Il faut par contre de la mesure. Il ne s'agit pas d'humilier sexuellement des étudiants, des étudiantes. Donc il faut des règles. Mais quand à un moment donné, au nom d'un retour à la vertu, à la raison, on a vu la France interdire tous les bizutages et les remplacer uniquement avec des actions politiquement correctes, je ne sais pas, le nettoyage d'une rivière, l'aide à un centre de personnes émigrées, quelque chose comme cela, eh bien, le bizutage est trop, je dirais, dans la raison politique, dans la raison politiquement correcte. Ça ne saurait suffire. Il faut bien, à un moment donné, que quelque chose soit organisé pour permettre à l'énergie de ces jeunes de s'exprimer. Mais, je le rappelle, même cette déraison, elle est commandée par la raison. Ça veut dire qu'elle a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Tout ce qui atteint la dignité de la personne, par exemple, doit être évidemment interdit. Alors, toute cette théorie étant posée, je voudrais maintenant aboutir à une conclusion qui permettra de rejoindre de nouveau, très concrètement, le réel de la morale. En effet, la philosophie part du réel, mais elle doit toujours revenir au réel. Et pour cela, je voudrais raconter l'histoire suivante. On m'a raconté l'histoire d'une cordée d'alpinistes qui escaladaient une montagne très très élevée, une montagne selon une voie nouvelle. Et c'est vrai qu'il fallait planter des nouveaux pitons, parce que cette voie n'avait jamais été pratiquée. Et on les laissait dans la montagne pour les suivants qui l'apprendraient. Et tout d'un coup, voilà que celui qui est en haut de la cordée dévisse et il tombe. Il est rattrapé évidemment par la corde, mais il est suspendu. Et voilà qu'un des pitons lâche, parce qu'il n'a pas assez de fixé. Donc un deuxième se met à pendre. Nous sommes dans une situation terrible, où le troisième est là, et il ne reste évidemment que quelques pitons. Que faire dans cette situation-là? Eh bien c'est là où en une fraction de seconde, on voit comment toute une vie, une préparation morale est importante. Il y a d'abord des principes généraux. Ces principes généraux, c'est ce que Kant établit en philosophie. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir. Ces principes sont essentiels, mais ils sont généraux ou même universels. À eux tout seuls, ils ne peuvent pas suffire. Dans un cas comme ça, il y a une situation concrète. Et les principes généraux vont être passés en une seconde au crible de la conscience morale. Pour celui qui est en bas de la corde, qui voit la situation, il peut comprendre en une fraction de seconde que de toute façon il mourra. Il peut mourir seul ou mourir avec les deux autres. S'il agit moralement, il coupe la corde au-dessus de lui. Et puis, il y a celui qui est en haut, qui est attaché, encore au piton, qui voit lui aussi la situation en une fraction de seconde, et qui voit que rien ne tiendra. Les pitons ne peuvent tenir qu'une seule personne. Soit il meurt, dans l'honneur, avec les deux autres, soit il coupe la corde au-dessous de lui, et les deux autres meurent, et lui, il vit, en portant toute sa vie la conscience de ce qu'il a fait, mais qui était nécessaire. Eh bien, cet exemple montre, je dirais de manière très concrète, le rapport entre raison et déraison. Si celui qui est en haut coupe la corde, il a agi raisonnablement, et cette raison le torturera toute sa vie. Si celui qui est en bas de la corde coupe la corde au-dessus de lui, il a agi comme ça, de manière spontanée et déraisonnable, il se suicide. Et toute sa vie, s'il survit après la mort, toute sa vie, ce geste-là marquera son héroïcité. Il a bien agi. On le voit donc comment la vie humaine elle-même ne peut pas se réduire au raisonnable. Elle ne peut pas non plus se réduire au déraisonnable. Les deux ensemble, donc cette capacité de l'intelligence de penser les choses, et puis cette spontanéité dans l'acte, éclairée par l'intelligence, les deux ensemble doivent agir comme deux affectionnés.